Bonjour à tous et bienvenue sur Tandem TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Art Connection le Rav Yaakov Abergel dans Art Connection. Bonjour et bienvenue dans Art Connection. Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un peintre spécialiste dans la peinture à l'huile, dans les portraits, dans les paysages. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours, d'où vous venez et comment vous êtes arrivé à la peinture? Eh bien, moi, je suis né à Toulouse. Je suis né à Toulouse. Mon père avait un magasin qui vendait des meubles, des antiquités et des tableaux. Donc, j'ai grandi vraiment dans une famille qui était dans le meuble. J'ai grandi au milieu de cet univers-là. Et en fait, je crois que j'ai commencé à peindre, à dessiner. À partir du moment où j'ai commencé à réfléchir, je crois que j'ai commencé à peindre. Parce que je vois vraiment la peinture comme c'est pas seulement une main qui travaille, c'est aussi un esprit. Et je crois que c'est le regard qu'on porte par rapport à l'existence, quoi. Et ça commence très tôt, dès l'âge de 3 ans, on commence à ouvrir les yeux sur le monde. Et je crois que c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à dessiner, quoi. Je crois que le dessin, c'est vraiment une question de regard. Je me souviens quand j'ai commencé à prendre des cours, un professeur de dessin m'avait dit qu'apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Donc moi, dès que j'ai commencé à regarder, à observer autour de moi, je pense que c'est là vraiment que ma vie d'artiste, entre guillemets, elle a commencé. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Donc, vous êtes Rav, vous donnez des cours, vous êtes écrivain. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé là. Et vous nous avez fait le plaisir de nous apporter quelques livres que vous avez écrits, et notamment avec la couverture, qui est l'un de vos dessins. Ouais. Voilà. C'est un livre que j'ai écrit en Israël, ça s'appelle L'essence de l'âme, et c'est un portrait du Rabbi de Lubavitch. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a des explications sur les lettres hébraïques, Alpi Halacha, c'est-à-dire vraiment, comme je suis aussi sofer stam, alors j'ai appris à écrire les lettres selon la halacha. Ben justement, quelques mois, on avait eu vraiment le plaisir de recevoir une calligraphe et qui nous avait fait comme ça une démonstration de certaines lettres, de certains mots, même un prénom. Et c'était vraiment, c'était divin parce que c'est une femme aussi très spirituelle et qui nous a vraiment ouvert les yeux sur ce travail et sur ce métier. Oui, en fait, moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté, même dans ma peinture, le fait d'apprendre à écrire les lettres de la Torah et à écrire des mezuzot, même Sefer Torah. Ça m'a beaucoup appris. Et alors, est-ce que vous utilisez aussi l'écriture dans vos tableaux? Est-ce que vous écrivez, parce qu'il y a de nombreux artistes, voilà, par exemple le Rav aussi Yoel Benarouche qui écrit, alors là en français, il y a beaucoup de français, mais voilà, est-ce que vous écrivez des passages? Est-ce que juste des lettres, des mots? Est-ce que ça vous arrive? Quand je peins un tableau et que j'écris, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, l'écriture, mais jamais des lettres de la Torah. Parce que c'est des lettres qui sont réservées uniquement pour une Megillah ou un Sefer Torah, une Mezouza ou des Téphilines, mais je ne les emploie pas dans la peinture. Donc je fais vraiment la différence entre les deux. Alors justement, vous avez un tableau du Rabbi avec justement tout un texte. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est un tableau que j'ai pas, un très grand tableau, un portrait du Rabbi. Et le fond, j'ai écrit comme ça un Mahamar. C'est-à-dire le Mahamar, c'est un discours chassidique du Rabbi. Et j'ai écrit comme ça tous les extraits de ce discours chassidique où le Rabbi parle beaucoup de la délivrance, de la Géoula, du Mashiach. Et pour moi, c'était important vraiment de mélanger les deux. C'est pas facile de mélanger une image et de lui associer des lettres. Alors justement, donc le tableau est fait à l'huile. Et alors quand vous écrivez, ça sera aussi au pinceau à l'huile ou vous utilisez par exemple un marqueur? Comment ça se passe? Non, je prends un pinceau très fin, vraiment, qui fait même pas un demi-millimètre d'épaisseur, avec ma palette, avec de la peinture à l'huile, et j'écris chaque lettre. Donc ça prend vraiment du temps, mais en réalité, moi, je compte pas. Souvent, on me demande combien de temps tu as mis pour faire ce tableau. C'est la fameuse question que tout le monde tout le monde pose. Et c'est vrai que d'abord, ça fait. Je trouve que c'est dommage cette question parce que après, ils commencent à calculer
à faire un rapport entre le prix que vous avez demandé et l'heure que vous avez passée. Et je trouve que c'est pas une bonne question à poser à un artiste parce que on met vraiment tout son âme et tout son cœur dans un tableau. Et le fait qu'on vous demande ça, je trouve que ça rabaisse le travail. Et moi, ça m'énerve un petit peu quand on me pose cette question. Enfin, vous connaissez peut-être l'histoire de Pablo Picasso, quand un jour il était assis dans un restaurant et le patron du restaurant lui a demandé de signer de faire un dessin comme ça, et sur la nappe. Alors Picasso, il a dessiné, il a fait un dessin, et le patron du restaurant, il a demandé comme ça, il a dit combien je vous dois pour ça. Et Picasso lui a répondu vraiment un prix exorbitant. Il lui a dit comment, un dessin que vous avez fait comme ça en 2 minutes, vous demandez un tel prix, et il a répondu en 80 ans et 2 minutes. Il a répondu. Donc j'aime bien cette histoire parce que on peut pas, c'est pas quelque chose qui se mesure. Malheureusement, quand je vois beaucoup, quand les gens ils me demandent combien de temps tu as mis pour faire ça, ou combien ça vaut, et surtout cette question qui revient tout le temps, c'est en fait elle est déplacée. C'est un peu dénigrer l'art et c'est passer à quelque chose. On passe à côté. Il passe à côté. Voilà, c'est pas un business. Ouais. On peut pas parler d'art. Moi, souvent, je réponds ça. D'ailleurs, je pense que quand un peintre, il fait un tableau, il peint un tableau. D'ailleurs, je pense par exemple à un jeune enfant qui est en train de dessiner. Quand il fait son premier dessin, je ne pense pas que dans sa tête, il se dit tiens, à combien je vais le vendre. Moi, je pense que si un peintre, au moment où il est en train de travailler, de peindre, de dessiner, il se demande combien il va le vendre, je pense à ce moment-là, il n'est pas en train de peindre. Et je ne vois pas ça comme seulement un plaisir. La peinture, je vois ça comme vraiment un langage qui vient vraiment de l'intérieur, et que c'est des choses qui peuvent... Un peintre ou un écrivain, pour moi, ça se ressemble. Un peintre, il dit des choses en fonction de sa vision, de sa propre vision. S'il y a la moindre indice de justement mercantile ou de business ou même de cavode, je pense que c'est pas un peintre réellement. Un vrai peintre, il doit se battre vraiment profondément, intérieurement, pour être quelqu'un de profond et de vrai. Il doit pas... Et s'il s'écarte un tout petit peu de cette vision-là, de cette attitude-là, de ce comportement-là, alors il n'a qu'à faire du commerce, mais on ne peut pas parler vraiment d'un art vraiment important dans ce cas-là. Et en fait, je reviens là-dessus, c'est pour ça que c'est très dur pour certains artistes quand on a des commandes et qu'on nous impose comme ça un thème, des couleurs, eh ben c'est assez frustrant parce que en fait, on nous oblige à faire quelque chose. Et c'est vraiment, la personne veut un peu plus de rouge, voilà, les lettres un peu plus grosses. Et moi, ça m'est arrivé. Et à la fin, j'en avais marre. J'en avais marre parce que on nous donne la direction à prendre. Moi, je sais qu'en fait, c'est un peu comme un comédien, un acteur. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de théâtre. Et je sais que, par exemple, quelqu'un m'a commandé un jour le portrait de sa maman qui est partie. Les enfants, ils ont voulu avoir un souvenir, et ils m'ont demandé de peindre un portrait de leur maman. Donc, c'était une commande. Et quand j'ai peint le portrait de cette dame-là qui est partie, donc, j'ai envoyé des photos au fur et à mesure à leurs enfants, et j'avais toujours des critiques très, très sévères, très difficiles. Elle n'avait pas pas ça, elle n'avait pas ça. Mais justement, c'est ça aussi, si on accepte une commande, c'est ça le travail d'un artiste, c'est que je me mettais à la place de l'enfant, et je me disais, si l'enfant il voit sa mère comme ça, je dois respecter sa vision, et je dois la peindre comme si moi-même j'étais même son propre fils. Sinon, alors il ne faut pas que je m'investisse dans ce travail. Et j'acceptais les critiques, et je construisais mon tableau en fonction de ces critiques, jusqu'à ce qu'un jour, j'avais plus du tout de critiques, et qu'il y avait un silence comme ça où ils ne pouvaient plus rien dire parce que c'était leur maman. Il arrivait comme ils l'espéraient, comme ils voyaient leur mère. Voilà. Donc, dans un cas comme celui-là, un peintre, s'il accepte de faire une commande, il ne doit pas investir dans sa peinture, il ne doit pas mettre ce qu'il est lui ou comment il voit la chose. Il doit être comme un acteur qui va imprégner un rôle. D'ailleurs, c'est ce qui me fascine chez les comédiens, c'est pour ça que j'en peins souvent, c'est que pour moi, ce sont des gens qui ont vraiment le respect de l'être humain. C'est-à-dire qu'ils sont capables de donner vie à un personnage, et pour donner vie à ce personnage, pour lui ressembler, ils doivent avoir vraiment beaucoup de
d'admiration d'abord pour cette personne-là et de fidélité par rapport à cette personne-là et doivent s'investir. Et un peintre, il doit, s'il fait le portrait d'une personne, il doit vraiment s'effacer devant le modèle. Oui, parce que c'est pour les portraits. Par Alors exemple. justement, vous avez fait de nombreux portraits. Alors tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, vous peignez uniquement avec de la peinture à l'huile. Pour les téléspectateurs qui voudraient commencer, je sais que c'est quand même plus cher que la peinture acrylique, ça met beaucoup plus de temps. Est-ce que vous avez des marques spécifiques que vous aimez avec une pigmentation plus importante? Qu'est-ce que vous en pensez déjà à ce niveau-là du matériel pur et dur? Moi, je pense qu'il faut toujours s'efforcer d'acheter le meilleur matériel possible. Vraiment, de ne pas faire d'économie. Moi, par exemple, des fois, dernièrement, j'ai vu un tube de bleu, il valait, je sais pas, 500 ou 600 shekels. Un bleu turquoise. Bon, j'avais pas l'argent sur moi, mais si je l'avais eu, j'aurais pas hésité. J'hésite jamais à avoir ça, c'est ma mère qui m'a appris ça, toujours à acheter des choses de qualité, des choses de qualité, que ce soit des vêtements, que ce soit d'acheter des bonnes choses, parce que même quand on peint un tableau avec du bon matériel, on a le sentiment que le tableau, l'espoir qu'il va durer longtemps. Et pour ça, il faut donner vraiment quelque chose de beau, quelque chose de bonne qualité. Pour moi, c'est un principe que j'ai toujours eu. En ce qui concerne le matériel, vous utilisez des pinceaux, des couteaux, brosses, comment ça se... Qu'est-ce que vous utilisez? Moi, j'utilise des pinceaux vraiment de toutes sortes. D'ailleurs, j'en fais une consommation vraiment... ça va très très vite. Ils n'ont pas une durée de vie... Alors justement, l'acrylique se nettoie très facilement avec de l'eau, tout simplement. En ce qui concerne l'huile, comment vous nettoyez vos pinceaux? En fait, on nettoie avec du savon de Marseille. Ah, du savon de Ça Marseille. me fait rire, je ne dis pas avec accent, mais le savon de Marseille, de l'eau et de l'essence de térébenthine. Donc, parlez-nous un peu de certains portraits, comment vous les réalisez. Par exemple, Pablo Picasso, vous avez fait aussi le Rave Druk, l'Italia. Comment vous commencez un portrait? Est-ce que vous travaillez d'après photo ou est-ce que c'est vraiment votre imagination qui travaille? D'abord, moi, je suis presque tout le temps en train de dessiner, hein, de griffonner même tout le temps. Je ne peux pas me passer de dessiner. Et bon, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc, évidemment, avant de faire un portrait, il y a toujours le choix du modèle. Et ça, il y a Léonard de Vinci, un jour, il a dit qu'il faut d'abord choisir un sujet qui est digne d'être peint. J'avais aimé cette remarque. Quelque chose qui soit digne d'être peint, quoi. Moi, je sais que Jérusalem, ça m'arrive de dessiner. Des fois, je marche dans la rue et puis je vois tout de suite, je vois un vieux monsieur comme ça, même un mendiant comme ça, et ça me saute aux yeux et je prends une photo discrètement. Je suis autant intéressé par dessiner et peindre des gens qui sont, justement pour moi, qui sont dignes d'être peints. En fait, chaque juif, il est digne d'être peint, alors c'est pas un problème en Israël. Il y a tellement de gens que quand on les voit, on a envie de... Je crois que c'est d'abord par amour qu'on peint une personne, un portrait. Et plus on va aimer une personne, et plus on va reconnaître ses qualités, sa grandeur, et plus le portrait va être réussi, quoi. C'est difficile de peindre une personne qu'on ne connaît pas. Là, je crois que l'imagination, elle intervient à ce moment-là. Mais quand on peint une personne qu'on connaît... Alors justement, votre ami le Rav Druk, vous le connaissez bien, donc vous avez vraiment eu envie de le rendre éternel. C'est-à-dire que lui, c'est un personnage qui est très effacé, vraiment, et il s'est occupé des enfants. Pendant 50 ans, il était... De lui-même, il disait qu'il est Rosh Yeshiva Begil Shalosh. C'est-à-dire qu'il s'occupait des enfants de 3 ans. Et il s'occupait d'eux, vraiment, à l'Yeshiva Torah Temet à Jérusalem. Et toute sa vie, il s'est occupé des enfants de 3 ans, comme ça, qui venaient au Cheder. Et je l'ai vu, moi, je l'ai connu en tant que Gabaï, parce qu'il est aussi Gabaï à la synagogue où moi je prie, c'est à Matchomo, une synagogue Rabat. Donc je l'ai connu d'abord en tant que Gabaï, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est lui qui range les livres, c'est lui qui
quand il y a un Farbrengen, Voilà, il est présent. il est très, très, très présent. C'est quelqu'un de très effacé, quelqu'un de très pudique, quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui est vraiment, vraiment effacé, quoi. Et quand j'ai voulu le peindre justement pour justement le mettre en lumière, quoi. Parce que Ah, et c'est pour ça que vous avez mis une lumière comme ça Ouais. dans sa main, Ouais. cette bougie comme ça, qui illumine aussi son visage. Ouais. Et Et donc, quand j'ai peint ce tableau, j'ai été très curieux de savoir ce qu'allaient dire ces enfants. Et parce que pour moi, chaque fois que je peins un portrait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce que, par exemple, si je fais le portrait d'une personne, c'est de savoir ce que va dire son épouse. C'est important pour moi. Si je peins le portrait d'un homme, tout de suite, il faut que je sache qu'est-ce que dit sa femme du portrait. alors, Si sa femme, elle me dit que c'est un beau portrait, alors je pense que j'ai fait mon travail. Mais là, par contre, vous ne l'avez pas montré au fur et à mesure. Vous lui avez apporté. ouais, il ne fini. savait pas du tout. Il savait pas du tout. J'ai envoyé mes 2 fils lui donner parce que mes 2 fils, il s'est occupé d'eux quand ils avaient 3 ans. Et pour moi, c'était symbolique. Il lui a apporté. Je lui ai fait cadeau de ce portrait. Et mes 2 fils lui ont apporté comme ça. Et j'ai pas vu sa réaction quand j'ai demandé à mes enfants qu'est-ce qu'il a dit, quoi. Est-ce qu'il a bien pris ou parce que j'avais même peur de sa réaction. Il y a des personnes qui sont des fois Sont gênés, qui peuvent être gênés. Ça m'est arrivé même de peindre des personnes où j'ai peint une fois une personne on aurait dit même qu'elle avait peur de son Se image. voir, Elle était elle s'acceptait pas vraiment, quoi. Ah, oui. Il y a des personnes qui, peut-être parce qu'aussi, un peintre, quand il peint une personne, d'ailleurs, c'est la définition que le rabbi il a donnée d'un artiste. Et c'est incroyable parce que lui-même, il n'a pas fait les beaux-arts, lui-même, il n'a pas fait d'école d'art. Lui, c'est le rabbi. Hein, Et il a dit, j'ai jamais entendu d'aucun historien une explication aussi vraie que celle que le rabbi a donnée au sujet d'un artiste, quand il a dit qu'un artiste, c'est quelqu'un qui saisit l'essence d'un objet, qui se débarrasse des contours superficiels de l'objet et qui va arriver à nous donner l'essence même de cet objet, c'est-à-dire qu'il va nous donner à voir ce qu'on ne voit pas. Alors pour moi, c'est vraiment ça, parce que lui-même, en tant que rabbi, c'est ce qu'il fait dans la Torah, c'est-à-dire que lui, il enlève le superflu. Les contours, l'aspect superficiel des choses, et pour donner vraiment l'essence de la vie, l'essence de la Torah, c'est vraiment quelque chose qui touche chaque personne, qu'elle soit juive ou pas même. Parce que c'est la profondeur de l'existence, en fait. C'est vraiment, on met en lumière la vérité. Voilà. Et là, justement, dans les portraits, c'est vraiment la vie dans les yeux de l'artiste. Mais surtout, c'est très dur de faire des très beaux yeux, que les yeux, vraiment, on les sente vivants. Et j'ai vu que vos portraits sont vraiment incroyables parce que le visage, la lumière qu'il y a dans les yeux, on sent la vie dans tous ces portraits. Moi, je sais, quand j'ai peint, par exemple, ma fille, j'ai pleuré, quoi. Tout le temps, je pleurais quand je la peignais, quoi. Alors justement, et quand votre fille a vu son portrait, vous avez vu sa réaction? Qu'est-ce que ça a été? Quel sentiment? La joie, l'amour qu'elle a ressenti de son père? Je vous dis franchement, j'étais tellement ému moi-même de la peindre que je vivais après l'avoir peint ce tableau, j'étais encore dedans, quoi. Donc je faisais pas vraiment attention à sa réaction, quoi. Mais ça m'a vraiment marqué malgré tout parce que c'est une des rares fois où quand je peignais que j'ai pleuré à ce point, quoi. Quand j'ai peint mes fils, c'est différent. C'est incroyable parce que j'ai la chance en fait de dessiner, de peindre et de vivre une autre vie finalement, de vivre la réalité, mais en même temps de quelque chose qui me situe un peu au-dessus des choses, comme si que, et c'est quelque chose que je pense que même qui existe dans la chassidoute, qu'on apprend dans la chassidoute, on apprend à voir, à ressentir la joie vraiment une joie profonde de l'existence. Et à quel point un être humain il a la chance d'avoir une vie. Moi, je me souviens quand j'ai connu des périodes très difficiles dans la peinture, des périodes même, mon père me disait ta période noire, il me disait,
Mais c'est pas la période bleue ni rose, c'était vraiment une période noire, ou des moments très difficiles pour m'accepter en tant qu'artiste. Parce que quand j'avais 20 ans, je voyais mes amis se marier tous et ils avaient tous une situation, ils commençaient leur vie. Et moi, j'avais rien de tout ça. J'étais avec mes tableaux, avec mes rêves d'être un artiste et de peindre. Je rêvais de Van Gogh, d'être Van Gogh ou d'être Picasso. Et j'étais loin d'être dans la société. Alors que vraiment, la communauté juive de Toulouse, je voyais tous mes amis, ils étaient tous Vous impliqués étiez déjà. vraiment décalé. Complètement. Jusqu'à ce que j'étais tellement mal que je suis allé voir un psychologue et j'ai passé un an à parler avec ce psychologue. Vous doutiez de... Complètement. Une fois, elle m'a dit une phrase, ce psychologue, et qui m'a guéri complètement de tout. Au bout d'un an, elle m'a dit, mais enfin, monsieur Abergel, elle m'a dit, mais vous êtes un marginal. Alors j'ai dit oui. J'ai dit oui. Et pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas être heureux en tant que marginal? Pourquoi vous pensez qu'il faut que vous ressembliez à tout le monde de la société? Pourquoi vous ne vous acceptez pas vous-même? Alors là, elle m'a complètement libéré. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré ma femme, vraiment, que j'ai pu vivre comme un marginal. Parce que quelqu'un qui vous aimait vous a accepté comme vous êtes, voilà. Comme un marginal. Et bien, c'est-à-dire qu'elle m'a aimé parce que j'étais un marginal. Elle m'a aimé, et c'est ce qu'elle me dit toujours, elle m'a aimé parce que elle voulait pas se marier avec une personne qui était comme Dieu, il a dit à Abraham, il a dit Lech Lecha, il lui a dit va en fait, va vers toi-même, il lui a dit. Se connaître et... Vers toi-même, ça veut dire va vers l'essence de ton âme, ça veut dire. Et pour aller vers l'essence de son âme, parce que tous les juifs, ils ont l'essence de leur âme, elle est enracinée dans l'essence divine. Pour aller jusqu'à ce niveau-là, il faut sortir de la logique, il faut sortir de l'intellect, il faut sortir de la raison. Et ça, j'ai eu la chance de me marier avec une personne qui m'a permis d'aller vers moi-même, justement, de m'accepter comme artiste. Et de vous comprendre totalement. Et comme ça, vous avez pu vraiment peindre et vraiment réaliser, en fait, vos rêves. Voilà. Mais c'était une chose qui était, ça je tiens vraiment à le dire, peut-être c'est vraiment important, c'était une chose qui était possible uniquement en ayant une vie basée sur la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que je me suis cassé les dents, je me suis tapé la tête contre le mur quand je peignais et que j'étais jeune et que j'étais pas dans ce derrière là, dans ce chemin-là. C'est à partir du moment où j'ai fait le lien avec mon essence de juif, quoi, d'accomplir les mitzvot, de mettre les téfilines le matin, de respecter le Shabbat, de manger kasher, d'étudier la Torah. Donc c'était complémentaire. C'est une seule et même chose. C'est une seule et même chose. Et pour moi, quand je comprends les gens qui ne sont pas encore religieux, parce qu'ils ont une vision de la religion comme c'est permis, c'est interdit, ils voient ça comme quelque chose qui est pesant. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai appris dans la chassidoute, c'est que l'étude de la chassidoute, c'est la vie vraiment, c'est quelque chose qui est lié à notre vie. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on ajoute dans notre vie, c'est quelque chose, c'est nous-mêmes. Qui est dans le corps, qui est vraiment dans le mental. Et quand on peint avec des tzitzit, et quand on peint avec la kippa, et quand on peint vraiment en respectant vraiment la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Dieu il nous inspire. L'inspiration, elle commence avec, comme ils disent, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, fais la volonté de Dieu et Dieu il fera ta volonté. Ou alors, comme il écrit aussi, celui qui est fort, c'est celui qui maîtrise sa passion. Moi, j'étais passionné par la peinture, mais il a fallu que je la maîtrise. Alors justement, vous faites aussi des très beaux paysages, alors que ce soit des endroits désertiques, la plage, la mer. Alors vous vous baladez comme ça, comme vous nous avez dit, à Jérusalem. Vous êtes avec un petit chevalet portatif et vous vous arrêtez au moment précis où vous regardez une image que vous voulez mettre sur tableau. Comment ça se passe? L'avantage des smartphones, ça c'est vraiment pour moi, c'est si on sait utiliser, si on est maître, si on contrôle le smartphone, c'est un outil qui est précieux parce que moi, dès que je vois quelque chose, même si je suis en train de cuisiner et que je vois, par exemple, je suis en train de faire cuire des poivrons sur une poêle,
et que tout d'un coup, je trouve que C'est beau. beau, je prends une photo. Donc je suis toujours... Vous avez beaucoup de données. Voilà, Vous avez tout le temps en train de une photographier. base de photos incroyable. Tout le temps, ouais. Je suis tout le temps en train de photographier les choses. Maintenant, ce qui est l'idéal aussi, c'est de... Moi, ça m'arrivait souvent, d'aller prendre mon chevalet, justement portatif, et de le planter dans le sable, et de peindre vraiment, et de peindre ce que je vois, que de peindre la mer. Et ce que je racontais, cette histoire-là, elle m'a vraiment fasciné. C'est qu'un jour, je peignais un portrait sur la plage, et j'étais en train de peindre donc une personne avec... C'était à Biarritz, ou à Haussegor, dans la région, la côte basque. Et comme ça, c'est mouvementé. Il y a eu du vent, comme ça. Il y a eu un vent qui est venu et il a soulevé ma toile. Et ma toile, elle a voltigé dans l'air comme ça. Et le vent, il a fait comme ça. Et paf, elle est tombée vraiment sur le sable. Alors, j'ai soulevé le tableau et je vois comme ça le sable qui s'est collé sur le personnage. Et je me suis dit, mais c'est génial. Je me suis dit, mais ça, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que j'attendais pas. Ça, c'est l'avantage d'aller peindre dans la nature, quoi. C'est que la nature, elle participe vraiment au travail. C'est que même quand on est en train de peindre et il fait chaud, moi, quand j'ai peint par exemple à Eilat, j'allais près des montagnes un peu désertiques et je peignais. Il fait chaud comme ça et puis la lumière, elle change, les couleurs, ils changent. Mais quand je m'en vais le soir et avec mon tableau, il y a une empreinte de quelque chose que j'ai vécu. Et c'est même pas important que c'est un beau tableau, c'est pas un beau tableau. C'est pas ça qui est important. L'important, c'était de vivre. De vivre ce moment avec la nature. Moi, j'adore les impressionnistes pour ça. Pour moi, les peintres français impressionnistes et même Van Gogh, je les adore pour ça. J'adore le fait que c'était des gens, d'ailleurs, on dirait tous avec leur barbe et leur chapeau. On dirait des chassidim parfois. On les voyait comme ça dans les jardins, au bord d'un lac. Et c'est vrai que c'était extraordinaire. On voyait la vie dans leurs tableaux, ce moment de vie qu'ils arrivaient en fait à capter, à attraper. Ouais, vraiment. Et surtout, quand je vois, d'ailleurs, j'apprends à mes fils, je leur dis, et c'est quand je les vois qui jouent avec l'ordinateur ou ils jouent avec le téléphone et tout, je les laisse, j'interdis pas. Mais j'essaie de leur donner des limites. Et puis surtout, je leur apprends, je leur dis, vous savez, les enfants, il faut savoir regarder le ciel aussi. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est allé voir Rabbi Nachman de Breslev un jour et qui lui a dit qu'il était déprimé. Et Rabbi Nachman, il lui a répondu, est-ce que tu as regardé le ciel au moins aujourd'hui ? Cette phrase-là, elle m'a touché parce que le contact de l'homme avec la nature, avec le réel. Avec la beauté du monde. C'est réel, c'est vraiment réel quand on voit cette grandeur qui existe dans le monde, dans la nature, dans la mer, dans le ciel. Comment on peut passer à côté de ça, quoi? C'est bien gentil. Hachem est le plus grand artiste, on peut le dire. Et c'est vrai qu'on a que ça soit le ciel, que ça soit un bleu ciel, mais avec des nuages incroyables, avec une superposition de gris, de blanc, comme ça, et puis que ça soit aussi des paysages, aussi que ça soit même de la culture, l'agriculture, que ça soit des champs de lavande, c'est extraordinaire, c'est vraiment... D'ailleurs, je dis toujours qu'Hachem, c'est le plus grand artiste qui existe, et lui, il signe jamais ce qu'il fait, quoi. Il n'a pas besoin de signer, quoi. On voit tout de suite que c'est lui, quoi. On le reconnaît tout de suite dans ce qu'il fait, quoi. Et en plus, il change tous les jours. Il peint tous les jours. C'est toujours un nouveau tableau, c'est toujours une nouvelle création. D'ailleurs, mon fils, il me disait, papa, tu te rends compte comment il fait Hachem tous ces milliards de visages, comment il fait pour changer chaque fois et tout. Parce que c'est écrit que c'est lui qui crée des âmes. C'est pas seulement des visages qu'il crée. Comment il est capable de créer des âmes, des personnalités différentes. Et alors, vous faites pas mal de portraits, vous faites des paysages, vous avez fait aussi, vous avez peint la rue des Rosiers. Ouais. Donc, alors là, comment ça se passe? Vous faites des esquisses avant, ou c'est vraiment, vous y allez directement? Comment, voilà, pour ceux qui veulent se lancer, est-ce que d'abord vous avez un petit brouillon ou c'est directement sur la toile? Ouais, c'est ceux qui veulent se lancer. Le conseil, moi, que je leur donne, et c'est ce que font tous les artistes font ça, c'est d'avoir toujours un carnet de croquis, même s'ils partent en vacances, qu'ils amènent un carnet de croquis avec eux et qu'ils commencent à dessiner. Moi, la première fois que un professeur m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dessiner? Et il m'a dit, mais c'est ça justement, il faut que tu ouvres les yeux.
Oui, parce que c'est vrai qu'on est dans un train ou dans un avion, on s'ennuie, hop, on sort un petit papier, même un bout voilà, un petit bout de papier qu'on a trouvé et on gribouille. Et c'est vrai qu'après, à force, on trouve une idée, on trouve un sujet, et puis après, on se lance sur la toile. Et puis c'est tellement, c'est une aventure, quoi. Je sais que rue des Rosiers, moi je travaillais à l'époque à Paris dans un magasin toute la semaine, tout le temps. Et j'avais un jour de congé par semaine. Et chaque fois que j'avais ce jour de congé, j'allais rue des Rosiers. Parce que je pouvais aller manger un falafel, ou je pouvais m'acheter un livre en hébreu, ou je pouvais voir des juifs. C'était tout ce que j'avais. C'était la rue des Rosiers quand je vivais à Paris. Et un jour, je me suis mis devant comme ça, et j'ai pris mon carnet de croquis et j'ai dessiné tout ce que je voyais devant moi, quoi. Faut dire que moi, j'ai un goût pour l'architecture. D'ailleurs, ma fille est architecte et j'ai ce goût-là pour les maisons, pour les rues. Oui, on voit vraiment ce dessin vraiment de la rue des Rosiers avec tous les immeubles comme ça. Et il est très, très bien fait. Et alors, ce dessin donc, a été fait avec du fusain, avec un marqueur. Comment vous l'avez réalisé? J'ai dessiné au crayon gras. Au crayon gras avec un bon taille-crayon et une gomme aussi, bien sûr, et du bon papier. Et puis surtout, savoir la perspective, regarder les choses, oui. Savoir regarder d'abord et réfléchir et puis dessiner. Et puis quand on arrive à faire la fusion entre les deux, entre le cœur et le cerveau et la main, alors là, on arrive à vraiment peut-être à dessiner. Il y a un beau résultat. Ouais, dessiner. Alors, aujourd'hui, vous allez nous faire le plaisir de réaliser en live un croquis, un portrait, pour bien expliquer, pour commencer un portrait. Alors, voilà, donc vous avez le marqueur. Et donc, écoutez, est-ce que vous avez déjà une petite idée, votre imagination? En fait, l'imagination, elle vient au fur et à mesure, je pense. Il suffit de plonger, quoi. C'est Van Gogh qui a dit un jour, il a dit qu'il avait pas peur de la feuille blanche, de la toile blanche. C'est vrai, comme un écrivain, il a peur de la feuille blanche, et un peintre, il a peur de la toile blanche. Il dit, c'est la toile qui doit avoir peur de toi. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire. Mais bon, c'est comme je disais même à mes enfants, c'est normal d'avoir peur tout le temps. C'est de ne pas avoir peur, c'est inquiétant. Et puis d'avoir peur, ça veut dire qu'on est vivant. C'est-à-dire que c'est une sensation, mais alors... Moi, je pense que c'est un respect des gens, le fait d'avoir peur. C'est comme un comédien qui a le tract avant de jouer sur scène, parce qu'il a peur des gens, il a peur de décevoir, il a peur... Et un peintre, c'est pareil, ou un écrivain, c'est pareil. Il a peur, elle vient justement du respect qu'on a pour le public, du respect qu'on a pour celui qui va regarder, de son appréciation. C'est difficile. Alors, on vous regarde. Alors bon... Je ne sais pas que très bien, j'ai pas vraiment réfléchi, mais bon. Alors bon, ce que j'ai envie de dessiner là, puisque justement elle est face à moi, je vais dessiner justement ma main. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup, que je fais beaucoup, c'est de dessiner mes mains, ou les mains en général. Alors, le conseil que je donne, en fait, ce qu'il faut faire, c'est quand on veut dessiner, justement d'après modèle, c'est un exercice qui est très important quand on veut apprendre à dessiner. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est de savoir regarder. Et en fait, on a des automatismes. Souvent, quand on dessine, on a l'habitude de faire les choses d'une certaine façon. Et c'est une erreur. On ne doit jamais être sous l'effet de l'habitude. On doit toujours de regarder la chose telle qu'on la voit et elle doit apparaître à nos yeux comme nouvelle tout le temps. On ne doit jamais dessiner une chose de mémoire, comme ça. Ah, un nez, c'est comme ça, un œil, c'est comme ça. Non, c'est comme c'est devant nous au moment où on voit la chose. C'est ça le dessin. C'est justement de savoir regarder ce qu'on voit au moment présent. Alors quand on fait, moi je sais que quelque chose que j'ai appris, c'est que quand on dessine et qu'on voit une erreur, par exemple, de trait, comme là, par exemple, il y a une erreur, vraiment, eh bien, on laisse le trait qui est mauvais et on continue. On fait comme si qu'il n'était pas là et on reprend. On reprend le trait tel qu'il doit être. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand je dessinais. Et c'est important de... Oui, puis surtout sur le corps humain, on peut très bien imaginer la peau, donc c'est pas...
l'erreur peut être rectifiée sans problème et la personne qui va le voir ne va même pas s'en rendre compte. Ouais, mais faut pas avoir peur justement des erreurs. Je pense que c'est avec les. Il y a un grand peintre, c'est Alberto Giacometti, qui disait que je ne fais qu'en défaisant. C'est-à-dire vraiment, il arrivait à dessiner les choses parce que au fur et à mesure des choses, son regard il s'aiguise au fur et à mesure. Surtout qu'avec l'huile ou même l'acrylique, c'est pas du tout un problème de reprendre et de remettre une couleur et de reprendre les fautes. C'est vraiment. Ça fait partie oui. Pas du tout un problème, au contraire, ça rajoute, on cumule et la finalité. Il y a même des artistes qui ont exprimé ça, qui ont peint ça, qui ont peint l'erreur. Il y a qui sont intéressés par justement à montrer justement que l'erreur, elle fait partie de l'œuvre des fois. Bon, il n'y a pas que le réalisme hein, dans la peinture et dans l'art. Il y a aussi des choses plus conceptuelles, plus modernes. Chaque chose, chaque expression, elle est intéressante. Comment chacun voit, comment chacun ressent. Il n'y a pas de loi. Chacun, il peint, il dessine comme il. Mais même quand on fait quelque chose d'abstrait, je pense que d'ailleurs les meilleurs peintres abstraits, d'abord ils savent dessiner avant de faire de l'abstraction. Il y avait comme ça un peintre, Rothko, Marc Rothko, qui est un grand peintre abstrait. Et on voit qu'auparavant, avant de faire des peintures abstraites, il dessinait très bien. C'est souvent les gens qui d'abord maîtrisent l'académisme et tout, qui sont capables d'exprimer des choses qui sont abstraites. D'ailleurs, la Torah elle-même, elle est comme ça, quoi. Il y a la partie de la Torah qui est révélée, la partie qui est technique, ce qui est permis, ce qui est interdit. Et puis, il y a une partie de la Torah qui parle de l'abstraction, vraiment. L'amour d'Hachem, l'amour d'un juif. C'est des choses qui sont plus abstraites, plus conceptuelles. Bon, vous voyez, ça, c'est des croquis qu'on peut faire. Et puis, bon, pour faire... on peut dessiner aussi... Voilà, par exemple, moi, je passe beaucoup de temps à dessiner des choses comme ça. Donc là, le visage. Par exemple, où j'imagine un visage au fur et à mesure. Et alors, un de vos enfants, à part votre fille qui est architecte, un de vos garçons a hérité de ce don les deux, ils dessinent. Alors, c'est intéressant, bon, parce qu'ils sont jumeaux, tous les deux, c'est deux frères jumeaux. Et ils ont deux univers qui sont différents. Moi, je les encourage à dessiner les deux. Et chacun, il a sa sensibilité, chacun, il a sa vision. Et c'est toujours intéressant de voir que... On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais le dessin aussi. Quand on voit le dessin d'un enfant ou d'un adulte, on peut connaître la personne. Bien sûr, de toute façon, il y a beaucoup aussi de psychologues qui vont vous expliquer, voilà, il y a un petit enfant qui a un problème, on voit tout de suite si la page est remplie, c'est pas extraordinaire. Bon, il y a tout un procédé vraiment pour expliquer en fait le dessin d'un enfant et voir quels sont les problèmes. C'est connu. Alors, en attendant... D'abord, merci infiniment pour cette démonstration. C'était très agréable. Vous avez commencé une exposition à Kfar Saba. Alors, dites-nous un peu plus sur cette expo. C'est marrant, c'est intéressant parce que j'ai exposé à Ranana à 2 reprises et aujourd'hui à Kfar Saba. Donc, c'est une exposition qui est au centre culturel Beit Sapir à Kfar Saba. C'est un endroit où j'y suis allé hier pour la première fois installer mes tableaux. Et j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer comme ça des artistes qui passaient, qui venaient. Et c'était déjà, pour moi, c'est déjà une réussite. Et en fait, je crois que... Et alors, c'est jusqu'à fin août. Fin août, du 18 juillet jusqu'au 30 août. Très bien. Mais en fait, c'était déjà pour moi une grande réussite parce que la personne qui a organisé cette exposition, elle est de Ranana, je pense. C'est Orit Lotringer, elle s'appelle. Et en fait, juste avant, on parlait, quand on a fini d'installer les tableaux, et on a parlé comme ça elle m'a dit qu'elle avait envie de suivre des cours de Chassidout. Et j'ai eu le sentiment vraiment que toute l'exposition, en fait, le but de l'exposition, c'était que cette femme-là, elle suive des cours. Et suive des cours de Chassidout. Oui. Déjà, pour moi, c'est ça. Déjà, c'était gagné. Vous aviez déjà gagné sur ce point-là parce que vous allez peut-être amener quelqu'un à suivre le bon chemin. S'enrichir. C'est un peintre qui a dit un jour que
l'art, la peinture, c'est une rencontre. C'est-à-dire comment on rencontre un tableau, on rencontre l'œuvre d'un artiste. Je partage cette opinion vraiment. Chacun il peut rencontrer comme ça une œuvre qui peut changer quelque chose dans sa vie, quoi. Ah oui, vraiment, parce que on apporte parfois de la joie, que la personne va se retrouver, va réfléchir sur ce tableau, va lui apporter des réponses, ou même va le faire se questionner sur sa vie. Et ça apporte beaucoup de choses aux gens. Mais écoutez, merci infiniment d'être venu sur ce plateau dans Art Connection. Où est-ce qu'on peut trouver vos œuvres? Vous avez bien sûr un website. Oui, j'ai un site. C'est jacovabergel.com. Très bien, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram aussi, je suis dessus, quoi. D'accord, ben on va les mettre pour les téléspectateurs qui sont intéressés par voir de nombreuses... Moi, je vous remercie beaucoup puis tous les gens qui ont travaillé à cette émission, vraiment. C'était un plaisir de venir et c'était un plaisir aussi de pouvoir m'exprimer et d'être aussi bien accueilli. Avec grand plaisir et vous revenez quand vous voulez. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'était encore une émission incroyable avec un invité extraordinaire. J'espère que cette émission vous a plu. On vous retrouve le mois prochain pour un nouvel invité, encore une fois bourré de talent. En attendant, restez sur Tandem pour de superbes émissions. À bientôt.